Bonjour à toutes et à tous. Alors comme vous l'aurez compris, cette vidéo va porter sur le thème de la violence conjugale. Mais pas seulement, on va un peu élargir aussi la vidéo, notamment sur comment dire, la violence psychologique, puisqu'en général la violence conjugale commence par la violence psychologique. Et puis, comment dire, comment mettre fin à la violence conjugale. Alors des deux côtés, hein, c'est-à-dire que aussi bien du côté de la victime que j'allais dire que du bourreau. Voilà, on va prendre pour base, comment dire, pour bien les différencier l'un et l'autre, on va prendre pour base, pour code, que l'un est victime, l'autre est bourreau, bien que je considère que les deux soient fondamentalement victimes de leur propre système respectif, duquel en fait ils ne se sortent pas. Quand le duo en fait se trouve après s'être cherché et qui finissent par en effet être ensemble et se trouver ensemble et pour vivre ce scénario, encore une fois, ma philosophie est toujours la même et je reste fidèle parce que c'est toujours le même principe. En fait, dans cette histoire, il y a réellement deux victimes et elles se sont trouvées pour finalement se faire miroir l'une l'autre. Alors pour des raisons très différentes et des leitmotifs très différents, mais malgré tout, elles sont l'une en face de l'autre dans cette vie de couple pour en effet prendre conscience en effet de certains schémas. Et finalement, ils sont venus ensemble pour apprendre à se guérir mutuellement. Ça, c'est dans le scénario le plus optimiste. Le souci, c'est que dans comment dire, la plupart des cas de violence, en fait, et, euh, et bien sûr, je vais tout de suite clarifier les choses quand je dis violence conjugale. J'entends aussi bien, en effet, euh, la violence exercée sur les femmes que sur les hommes. Donc la violence d'un homme exercée sur une femme et d'une femme exercée sur un homme. Donc parce que évidemment le plus pire des scénarios, c'est quand en effet la plupart du temps euh, la femme y laisse sa vie. Et là évidemment c'est comment dire euh, un échec en fait des deux côtés, c'est-à-dire que le, la personne qu'elle soit en fait qui exerce sa violence, et bien du coup n'a plus personne en face d'elle ou de lui pour lui faire miroir et comment dire évoluer. Et puis eh bien la personne qui est décédée malheureusement, euh, on le verra tout à l'heure dans mes explications quand je développerai mes explications, mais encore une fois la personne qui est décédée est certes décédée des conséquences des coups reçus, mais décédé évidemment de son propre système à avoir jusqu'au bout en fait alors non pas subi les assauts d'un bourreau extérieur mais bien les assauts d'un bourreau intérieur. Euh, on est surtout victime des autres quand on est bourreau de soi-même, donc ça n'enlève rien à la personne qui fait preuve de violence, mais ça n'enlève rien non plus à la personne qui subit cette violence, puisque ce qui existe à l'extérieur existe aussi à l'intérieur. Donc voilà, j'ai planté un petit peu le décor, mais je vais évidemment m'expliquer là-dessus plus en détail. Euh, mais je tenais vraiment à préciser dès le départ qu'on est toujours, et quel que soit le cas de figure, et là je sors, j'extrapole du contexte de violence physique ou même psychologique,
pour simplement dire que, quoi qu'il en soit, dans notre vie et nos expériences de vie, euh, on reste toujours victime de soi-même, du fait justement d'être, comment dire, d'avoir un système de pensée qui est un véritable bourreau auquel en fait nous obéissons tous les jours. Et je dirais même que euh, nous sommes tellement habitués finalement à vivre une condition de stress et d'angoisse intérieure que euh, nous ne pouvons même plus en fait goûter la sérénité. Et ça pour moi c'est l'une des maladies les plus graves répandues sur la terre entière dans chaque être humain, c'est-à-dire en fait finalement subir les assauts d'un mental qui chaque jour en effet trouve tous les motifs possibles et inimaginables d'avoir des bonnes, enfin de vous donner en fait des arguments recevables et d'avoir les bonnes raisons pour nous qui les écoutons de stresser, de s'angoisser et voire pire. Et c'est pour ça que nous atterrissons chez le médecin pour se faire prescrire des antidépresseurs, des anxiolytiques, des psychotropes, enfin bref, des somnifères, etc. etc. Bref, et tout ça, ça fait partie du même système, du même processus. Et nous restons, tant que nous n'en prenons pas conscience, nous restons victimes de toute façon, à quelque échelle que ce soit, de notre mental qui lui s'échine chaque jour à trouver des arguments recevables pour nous stresser, nous angoisser et voire pire. Donc nous allons commencer cette... Enfin, là déjà l'introduction plante encore une fois le décor, mais je vais commencer en fait à décrire minutieusement les choses une à une. Alors je commencerai déjà par énumérer le fait que dans les violences comment dire, conjugales, en fait, précèdent souvent les violences psychologiques. C'est même parfois un préalable, parce que c'est une forme de test pour savoir en fait jusqu'où va pouvoir s'étendre le pouvoir, on va dire, du dominant ou du bourreau, et jusqu'où va pouvoir s'étendre la soumission de la victime et finalement du soumis ou de la soumise. Voilà, parce que ça peut être, comment dire, ça peut être le bourreau peut être aussi bien féminin que masculin, j'insiste là-dessus, puisque les violences envers les hommes existent aussi. Et après, il ne s'agit pas de compter les points, à savoir est-ce qu'il y a plus de violence d'un côté que d'un autre. Euh, le principe même de la violence psychologique et voire de la violence physique est juste par principe, comment dire, quelque chose qu'on pourrait qualifier de triste, tout simplement. Triste que cela existe, puisque euh, on est quand même aujourd'hui dans un siècle où les choses s'accélèrent et où tout a l'air de s'accélérer, mais manifestement pas l'évolution humaine, en tous les cas pas sur certains points. Il y a vraiment des choses qui résistent, voire même qui régressent. Et il est vrai que la violence physique a l'air d'avoir remonté d'un cran, et je pense que tout ça évidemment n'est pas lié. Enfin, je veux dire, il n'y a pas des les facteurs ne viennent pas là par hasard. Je pense que tout ceci tient lieu surtout d'une éducation qui a été donnée en amont. On a pendant ces dernières années, les années après Dolto,
considérer les enfants comme des pauvres petites choses sensibles et merveilleuses. Et alors certes, on était passé avant Dolto dans une étape où les enfants étaient absolument maltraités psychologiquement aussi. On est passé à une étape après Dolto où on a fait tout l'inverse, hein, ces petits enfants, ces petits chérubins merveilleux et si sensibles qu'on a fini par tellement bien les chouchouter que on ne leur a plus mis de limite sur quoi que ce soit. Et je pense qu'il doit y avoir sûrement dans cette histoire un facteur d'éducation qui fait qu'à un moment donné, il n'y a plus la notion de respect envers l'autre. Mais si encore il y avait que ça, voilà, je pense qu'il y a plein d'autres facteurs qui agissent, mais je pense que la valeur être humain, respect de l'autre, respect de la vie, il y a quelque chose à mon avis qui au niveau de l'éducation n'est pas passé. Et je pense que, alors évidemment, je critique pas ce qu'a fait Dolto, mais c'est la manière dont ça a été repris surtout et compris derrière. Autant en effet les enfants pouvaient être avant martyrisés, maltraités, on s'en foutait complètement de savoir ce qu'ils pouvaient ressentir ou penser. On a découvert d'un seul coup qu'un enfant pouvait avoir comment dire, des somatisations et ensuite on est passé à l'extrême inverse, c'est-à-dire que on leur crie plus dessus, il faut plus rien leur dire, faut surtout pas les frustrer, hein, parce que sinon ça les fait pleurer. Donc on est passé à l'extrême inverse et on voit un peu ce que ça donne, hein. Du coup, c'est des adultes qui, en effet, tapent sur les autres et d'un autre côté, d'autres adultes finalement sont pratiquement à trouver ça, enfin à trouver cette norme recevable et valable. Euh, En tous les cas comme quelque chose d'envisageable dans la relation, puisque ça ne leur paraît pas extraordinaire à un moment donné d'être, comment dire, giflé au plus léger par quelqu'un, et sinon être violenté psychologiquement. Enfin, ça a l'air d'être admis encore dans notre société, ce qui me paraît très étrange. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais rajouter évidemment ça, parce que c'est évidemment les tests de, comment dire, le test de savoir en fait jusqu'où en fait la victime va être soumise pour voir un petit peu jusqu'où finalement le dominant peut aller. Eh bien ça commence parfois par des petits tests qui ont l'air d'être anodins, mais où finalement si vous n'avez pas n'avez pas conscience que la personne est en train de poser, d'avoir un ascendant sur vous, c'est-à-dire d'imposer en fait un point de vue, et je dis bien d'imposer, on n'est pas dans la proposition d'un point de vue, hein, c'est pas je partage quelque chose, c'est je t'impose quelque chose, et toi tu fermes ta gueule et tu valides. Alors excusez-moi des termes, mais il faut bien que les gens comprennent en fait comment ça se passe pour être le moins en fait consensuel possible par rapport à ce qui se passe, parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que le dominant va imposer un point de vue, une règle, et de l'autre côté, l'autre n'a pas son mot à dire. Et la personne, en fait, va tâcher de savoir si l'autre acquiesce et donc se soumet ou pas. Donc voilà la première règle du jeu qui commence comme ça, et puis ensuite, eh bien, ça monte crescendo, c'est-à-dire que la personne va imposer de plus en plus ses points de vue, ses opinions, ses valeurs, et il va falloir que l'autre les fasse siennes, et, si tant est que ça résiste, on y revient à la charge d'une autre manière, jusqu'à ce que l'autre dise Amen, se soumette encore une fois et adopte de manière résignée la proposition, enfin l'imposition plutôt. Alors évidemment, je précise aussi que ce genre de relation existe déjà dans les relations ordinaires. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare que la domination s'exerce au sein de couples, j'allais dire, traditionnels. La seule différence qu'il va y avoir avec un couple traditionnel, c'est que le dominant, à un moment donné, va se retrouver dominé et vice-versa comment dire, pour le soumis, hein, qui
va se retrouver un jour, à un moment donné, un autre dominant. C'est-à-dire que là, il y a quand même un équilibre. Bon, même encore une fois, si pour moi, ce genre de relation est triste. C'est-à-dire que euh, il y a toujours quelque part un manque de respect des limites de l'autre. Ça, c'est une deuxième chose que vous devez retenir, hein, les limites. Voilà, mes limites sont celles-là, mes limites de compréhension sont celles-là, et l'autre doit les respecter, et il doit y avoir un partage, encore une fois, une communication. Là, dans les couples traditionnels, en fait, il va y avoir une alternance entre les deux, c'est-à-dire que tantôt, il y en a un dans le couple qui va imposer quelque chose, et il va dire, et c'est comme ça et pas autrement, et rien à foutre de savoir ce que tu en penses ou ce que tu vis et comment tu le ressens. Et, euh, et l'autre, en fait, à un moment donné, va reprendre le flambeau pour une autre situation, une autre circonstance, et va, pour le coup, lui, en fait, quelque part en se vengeant, va imposer sa loi, parce qu'on lui aura imposé une autre juste quelques temps auparavant. Voilà, donc ce système existe déjà dans les couples traditionnels. Sauf que là, on va dire, il y a quelque chose où les rapports s'équilibrent, puisque l'un et l'autre, en fait, usent de la même stratégie pour finalement imposer son point de vue. Ce qui, encore une fois, est super triste, parce que là-dedans, moi, je vois pas de partage, je vois pas de respect, je vois pas d'échange, je vois surtout comment dire, une forme de pouvoir qui s'impose euh, de manière alternative, et, euh, et quel dommage, parce que dans ce système-là, c'est difficile d'aller en fait au-delà de ce système, c'est-à-dire c'est difficile d'aller dans quelque chose de plus intime, où il y a de la confiance, du respect, de l'ouverture, et où on peut en effet, avec l'autre, dans le couple, ou même dans une relation amicale, en fait, échanger en profondeur sur nos ressentis, et en ayant totalement confiance en l'écoute de l'autre et en la bienveillance de l'autre, et ce qui amènerait finalement une relation à évoluer ensemble, et à se soutenir surtout mutuellement. Je pense qu'un couple, quel qu'il soit, amical ou conjugal, doit, toute forme de relation doit être dans cette forme de bienveillance et d'entraide. C'est-à-dire quand l'un a peur de quelque chose ou se sent en faiblesse par rapport à quelque chose, l'autre devrait en fait avoir comme réflexe systématique la bienveillance et l'aide, c'est-à-dire l'écoute et l'aide, c'est-à-dire comment je vais pouvoir moi t'aider à dépasser ta peur plutôt que d'être critiqué, rabaissé, méprisé. Euh, enfin, c'est donc violenté psychologiquement. Alors, il y a un profil psychologique pour les deux, comment dire, les deux protagonistes qui se trouvent l'un en face de l'autre. Alors, le soumis, lui, ou elle, on va commencer par euh, comment dire, cette position-là, et on va décrire en fait quels sont les points clés en fait de euh, son, son profil psychologique. Je n'énumérerai pas ce qui a déjà été fait éventuellement dans d'autres vidéos où, où en fait on tente de décrire comment dire, l'attitude du dominateur ou de la dominatrice, de façon à ce que la victime concernée en fait prenne bien conscience qu'elle est dominée en permanence par quelqu'un. Et donc c'est pas comme ça que je vais m'y prendre. Je vais décrire le profil psychologique de l'un et de l'autre, et ensuite je vais rentrer dans les détails. Alors, point numéro un, on va dire que la personne soumise, donc la victime, a besoin, comment dire, est dans un besoin, enfin rappelez-vous le fameux trépied dont j'ai parlé dans mes vidéos précédentes qui s'appelait Utilise ce qui est.
où je parlais du trépied de l'ego, qui est, comment dire, image, pouvoir, sécurité. Alors, j'ai pas tellement développé dans l'autre vidéo ce que ça voulait dire, mais là je vais le développer. Euh, comment dire, le besoin de sécurité, comment dire, poussé à l'extrême en fait, comme c'est le cas dans les violences, eh bien le besoin de sécurité de la part de la victime en fait la pousse à la soumission. Le besoin de pouvoir qui est chez le dominant, lui, le pousse à agir. Et nous avons le besoin d'image, en fait, qui, elle, est encore une autre façon de procéder, qui est que pour conserver une image impeccable de soi, on préfère s'exclure de la relation, ou rejeter l'autre, ce qui revient au même. Mais voilà, donc du coup, on conserve une image de soi non égratignée. Et donc, ça, c'est pour le trépied d'ego. Encore une fois, ce sont des besoins que l'ego a besoin de nourrir sans cesse. Sinon, il a l'impression qu'en effet, euh, si l'un de ses besoins n'est plus nourri, et notamment son besoin le plus vital, et ça peut être différent chez chacun, il ne peut pas être heureux, je cherchais le terme, il ne peut pas être heureux sans pouvoir nourrir ses trois besoins. Or, si ces trois besoins sont nécessaires, j'allais dire, dans une certaine période de notre vie, au bout d'un moment, ils deviennent vraiment des empêchements sévères en fait à l'évolution personnelle, enfin à l'évolution spirituelle plutôt. Euh, donc voilà. Et là, dans ce qui nous intéresse, en effet, le soumis a besoin en effet de sécurité. Tellement de sécurité que finalement c'est la soumission qui est en fait la réponse la plus adéquate finalement pour conserver son besoin de sécurité, ce qui sous-tend derrière évidemment qu'il y a un niveau d'insécurité tel que la personne en fait ferait tout et n'importe quoi pour conserver le sentiment de sécurité qu'elle trouve auprès de son bourreau pour X et Y raison, on verra après. Voilà. Et puis, deuxièmement, il y a aussi chez le soumis ou la soumise, en tous les cas, voilà, on va appeler ça la victime, bien que je n'aime pas le terme, parce que c'est pour moi un terme juridique et c'est tout. Donc, il y a besoin pardon, chez le soumis ou la soumise de se sentir approuvé pour tout. Il ne faut pas oublier, il faut même se rappeler avant tout que nous ne sommes pas dans une relation classique euh, où il y a un enjeu beaucoup plus important qui est l'amour. Et donc, qu'est-ce qu'on ferait pour, comment dire, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour pouvoir en effet aller quérir cet amour et surtout le conserver, ne pas le perdre. Donc même si c'est dans une ambiance complètement mortifère, euh, délétère, et bien malgré tout, ce que la personne conserve, c'est l'idée de continuer à être aimé. Et donc le soumis ou la soumise va en fait privilégier finalement le besoin en fait d'être approuvé par l'autre. Et même si en effet le prix à payer est de se faire tabasser, eh bien à un moment donné ou un autre, le soumis ou la soumise va trouver un moyen en fait d'être approuvé par son agresseur, voilà, et parce qu'elle va trouver d'autres moyens et d'autres stratagèmes pour faire plaisir et se sentir approuvé comme quelqu'un de bien. Alors le troisième point qui permet à cette relation, encore une fois, délétère d'exister, eh bien, c'est tout simplement le rapport à l'autorité. Apparemment, le soumis ou la soumise n'a pas l'air d'avoir compris que si en tant enfant, on n'a pas le choix que d'obéir sous peine de sanction, voire de punition, à l'autorité parentale, arrivé à l'âge de la majorité, me semble que nous n'avons plus de compte à rendre à l'autorité même parentale. Les seules autorités évidemment à qui nous devons rendre compte, ce sont les autorités judiciaires,
quand le cas l'exige. Mais apparemment, dans la tête du soumis ou de la soumise, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que il semblerait que elle soit d'accord pour rendre des comptes sur tout et pour tout. Donc à la question où est-ce que tu es sorti, où est-ce que tu allais, ben forcément il faut apporter des réponses, il faut se justifier. Euh, et comment dire, je vais aussi m'empresser de dire que ça n'est pas l'autre qui a induit comment dire, cette notion d'obéissance à l'autorité. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que, et ce que je veux bien mettre en avant avant tout, c'est que avant que la relation ne se forme, et où chacun va trouver en fait le rôle qui lui va le mieux, eh bien, en fait, cela existe déjà dans, on va dire, le profil psychologique de la personne. Donc, ça n'est pas parce que on rencontre, comment dire, un dominateur que d'un seul coup, on se sent l'obligation de répondre en fait à une autorité. Cette obligation de répondre à l'autorité existe déjà psychologiquement, même inconsciemment, dans le profil de la personne qui va rencontrer son dominateur. Donc c'est un schéma qui, tous les schémas en fait de soumission, de besoin d'approbation, de là comme j'ai nommé besoin en effet de rendre compte à une autorité, tout ça existe avant la rencontre. Parce que si ça n'existait pas, et c'est d'ailleurs pour ça que le dominateur cherche le ou la compagne avec qui pouvoir exercer son pouvoir, c'est parce que justement chez les autres personnes, ce genre de profil n'existe pas. Donc il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire que la victime va se laisser petit à petit piéger sans même s'en rendre compte la plupart du temps, et parce que le profil qu'elle porte en elle ou en lui, je vais jongler comme ça avec elle et lui, hein, mais parce que je tiens absolument à intégrer les deux, hein, masculin et féminin, mais le profil psychologique que la personne porte en elle, eh bien, est déjà présent. Et c'est là où c'est intéressant. La relation va révéler en fait ce que chacun porte en soi. Et il faut bien en effet un protagoniste en face de soi pour savoir en effet sur quel pied on danse. Et c'est là où ça devient en fait véritablement intéressant sur le plan de l'évolution de conscience, c'est-à-dire qu'on se découvre au travers de la relation. Et c'est là en fait où on devrait prêter attention à chaque petit détail, aussi bien d'un côté que de l'autre. Justement, même le soumis ou la soumise a, comment dire, ce devoir finalement d'attention qui est que, à un moment donné, quand elle commence, il ou elle commence à se soumettre à quelque chose qu'on lui impose et sur lequel il n'y a pas de partage, il n'y a pas de demande d'avis ou d'opinion, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de respect, eh bien, sur parfois des petites choses, eh bien c'est là où en fait elle devrait commencer à tilter, à s'interroger, parce que ce sont les prémices comment dire, d'une capacité à être davantage soumis, et l'autre, eh bien forcément, si il a ses besoins impérieux de dominer, eh bien va davantage en profiter pour marquer un point et ensuite essayer d'en marquer un deuxième puis un troisième. Donc euh, le soumis ou la soumise a donc besoin en effet de, comment dire, de répondre à ce besoin d'obéissance. Euh, Parce qu'encore une fois, il y a quelque chose, à mon avis, dans la relation à l'autre qui n'a pas été comprise. Est-ce que la personne se voit toujours comme un petit enfant face à un adulte? Il y a de fortes chances, de toute façon. Il ou elle ne se voit pas comme un adulte, comment dire, abouti, et se comporte toujours comme un enfant face à une autorité parentale. Néanmoins, voilà, le soumis ou la soumise va, comment dire, se soumettre à l'obéissance parce que pour elle, en fait, c'est une façon comme une autre de mériter cet amour. Voilà, donc
L'obéissance, évidemment, est quelque chose d'important, puisque ça va être de cette façon-là qu'elle va se sentir approuvée et forcément aimée. Ne pas déplaire, tel est le but du soumis ou de la soumise. Euh, Tout est fait dans ce sens-là. Le soumis ou la soumise tient à se conformer finalement absolument en fait aux directives du dominateur jusqu'à épouser en effet comment dire ses valeurs, ses façons de penser, euh, aller jusqu'à vraiment des extrêmes, mais il faut absolument que le soumis ou la soumise voit dans les yeux de son bourreau un regard aimant, approbateur, euh, euh, quelque chose en fait, un regard qui lui permette de satisfaire en fait une image personnelle qui, on l'a compris, est extrêmement dégradée. Donc maintenant, passons du côté, en effet, dominateur ou dominatrice ou bourreau. Euh, Prenez l'expression qui vous plaira. Sur quel pied, en effet, du trépied de l'ego va-t-il s'appuyer? Il va s'appuyer sur, comment dire, le besoin de protéger, comment dire, comment dire, sa faculté de pouvoir. Et pour ce faire, en fait, la seule façon de pouvoir finalement protéger ce besoin, c'est d'agir. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans l'obsession de il faut agir, il faut agir, il faut agir. C'est la seule façon qu'il a, l'ego, dans ce trépied-là, en fait, de procéder. Si, comment dire, euh, le soumis, lui, ne cesse comment dire, d'être hanté par l'idée de la sécurité et que pour garder cette sécurité, la solution est la soumission, eh bien, notre bourreau, dominateur, dominatrice, va être obsédé par l'idée de toujours agir pour conserver sa fonction de pouvoir. Alors forcément, si ce besoin, comment dire, d'agir est irrépressible, c'est bien parce qu'en effet, à la base, il y a de toute façon des peurs, la peur d'être dépassé par quelque chose, et quel que soit ce quelque chose, si c'est quelqu'un, c'est pareil, de toute façon, l'idée est toujours la même, il faut faire quelque chose. Et plus évidemment les émotions chez le sujet sont, comment dire, puissantes, sont fortes, donc difficiles pour la personne à contenir, difficiles comment dire, à observer avec du recul, plus évidemment l'action va être puissante, puisqu'il est question pour l'individu concerné de taire ces émotions-là et de taire donc des peurs qui sont extrêmes et qui peuvent même être des peurs fantasmagoriques, hein, qui n'ont d'existence que dans son esprit, mais pas dans la réalité. Mais qu'importe, de toute façon, puisque l'autre est considéré comme la cause des peurs en fait qu'il suscite, eh bien, forcément, c'est sur cet individu-là que l'action va se répercuter. Et plus les émotions finalement sont violentes, pire va être la réaction de la personne. C'est-à-dire que pour agir, eh bien, dans son action, en fait, elle va entrevoir en effet des gestes de violence ou alors de la violence psychologique, mais quel que soit le degré, de toute façon, on en arrive toujours au même, c'est l'action qui prime pour pouvoir en effet contrôler au maximum l'environnement, puisque c'est ce même environnement ce qui est finalement à l'origine, enfin croit-il en tous les cas, de ces émotions.